Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre entretien politique de ce dimanche. Jeudi 16 mai 2019, les députés de la 8e législature sont officiellement installés au Palais des gouverneurs à Porto Novo. 24 heures plus tard, ils décident de confier le perchoir à l'honorable Louis Vlavonou qui devient ainsi le nouveau président de l'Assemblée nationale. Tout ceci dans une ambiance politique tendue avec des critiques très acerbes contre ce Parlement que l'on qualifie d'illégitime ou encore de monocolore. Et c'est dans cette ambiance que le président de la République s'est adressé à la nation le lundi 20 mai 2019. Si dans son discours, Patrice Talon a reconnu une fois encore la pertinence de la réforme du système partisan, il a aussi reconnu que cela a créé beaucoup de frustration au sein de la classe politique. D'où il a alors invité les nouveaux députés à relire de façon responsable la charte des partis politiques, le code électoral et le statut de l'opposition afin de rassurer, disait-il, l'opposition politique. Mais quelques heures après la sortie du président de la République, certains hommes politiques se réclamant de la résistance nationale sont montés au créneau. Ils ont donné de la voix devant les médias et on retiendra essentiellement qu'ils n'ont pas l'intention de saisir la main tendue du chef de l'État. Alors, quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'appel au dialogue du président de la République ? Quel bilan peut-on faire de la mise en œuvre de la réforme du système partisan au Bénin jusqu'à présent? Et aussi, quelles doivent être les perspectives pour les élections à venir, notamment les locales, communales et municipales de 2020 et la présidentielle de 2021? Voilà autant de préoccupations que nous abordons ce dimanche avec sur ce plateau un acteur politique, Cephis Bio-Aguiar. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chidi. Alors, Cephis Bio-Aguiar, vous êtes consultant en communication politique, vous êtes enseignant, analyste, formateur jeunesse et citoyenneté. Vous êtes directeur des programmes de volontariat à l'Office béninois des services de volontariat des jeunes. C'est au ministère des petites et moyennes entreprises et de l'emploi aussi. Vous êtes aussi et surtout secrétaire général du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. C'est surtout en cette qualité que vous êtes convié à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, Cephis Bio-Aguiar, on sait que le parti Moël Bénin a réussi à obtenir le certificat de conformité au ministère de l'Intérieur dans le cadre des élections passées, notamment, tout au moins, en se conformant à la charte des partis politiques. Mais le parti n'a pas pu participer aux élections après avoir été recalé à la Sénat. Alors, dans quel état d'âme avez-vous assisté à l'investiture des députés de la 8e législature? Eh bien, vous faites bien de rappeler tout ce contexte-là. Je vous remercie pour l'invitation à moi faite et surtout au parti Moël Bénin. Eh bien, nous avons regardé cela avec des sentiments de démocrates et de républicains. Parce que, comme nous avons pu le dire, depuis que Moël n'a pas pu prendre part à ces élections avec beaucoup de douleur et de déception, nous avons pu dire quand même que ce n'est pas la fin du monde et que le ciel ne rejoindrait pas la terre parce que nous ne sommes pas allés aux élections. Et que dans notre démarche républicaine, en reconnaissant que nous sommes dans un état de droit, en reconnaissant que nous n'avons pas à faire obstacle à une dynamique constitutionnelle qui se déroulait, bien que nous subissions une situation difficile, nous avons quand même souhaité que le processus aille à son terme, que nous n'avons pas boycotté les élections, nous sommes allés voter. Et donc, c'est tout à fait logique que le nouveau Parlement s'installe. Et nous avons pu dire aussi que c'est un renouvellement à bonne date d'une institution majeure de notre vie politique. C'est vrai qu'à un moment donné, face aux difficultés politiques qui étaient là, d'aucuns ont souhaité qu'on touche à des tests, qu'on fasse une exception presque pour permettre à tout le monde d'aller à ces élections. Mais ce que nous ne perdions pas aussi de vue, c'était que dans la légalité, tout se passait normalement et constitutionnellement. Et donc si nous n'avons pas un regard assez responsable démocratiquement devant ce qui se déroulait, on pourrait aller à une situation de vide juridique, une situation de défaut de respect de l'ordre constitutionnel établi et qui permettent le renouvellement à bonne date de certaines institutions, notamment le Parlement, le président de la République. Il y a des élections
qu'on ne repousse pas. Contrairement à ce que beaucoup disent, c'est difficile. Il y a des élections qu'on ne repousse pas. On peut, d'aucuns, j'ai entendu sur des chaînes internationales dire, ben, on peut reporter, oui, parce que c'est arrivé pour les communales, les locales, à un certain moment de notre marche. Oui, mais elles ne sont pas des élections inscrites dans la Constitution. Les élections inscrites dans la Constitution, l'élection présidentielle, les mandats et les élections législatives, les mandats sont réglés. Les mandats sont réglés et il n'y a pas un jour de plus, il n'y a pas un jour de moins. Tenant compte de ça, nous sommes restés républicains et démocrates. Voilà. Ça ne vous a pas donné des pincements au cœur? Humainement, c'est sûr. Humainement, c'est sûr. Humainement, c'est sûr. Vous avez eu politiquement regrets, même. Politiquement aussi. Politiquement, c'est sûr. De se dire, ben, on s'est préparé. On s'est préparé pour aller à cette échéance électorale. On s'est organisé. Oui. Et pour des situations relativement, c'est pas décevantes quand même, nous n'avons pas pu prendre part à ces élections. Et donc, humainement, à regarder ça, et bon, il faut comprendre qu'on peut avoir ce pincement. D'accord. Séphis Bouaguia, la 8e législature s'est donc installée, on l'a dit tout à l'heure, depuis le 16 mai dernier. Et quel regard global portez-vous sur tout le processus qui a conduit à l'installation de cette législature? Non, je l'ai dit, c'est un regard, en fait, qui est forcément lié à celui de mon parti. Je pense que nous avons souhaité prendre part à ces élections, nous nous sommes préparés. Il faut reconnaître que Moël Bénin est un parti jeune, un parti né il y a à peine une année, oui. En juillet 2018 précisément. Et nous nous sommes organisés pour nous mettre à jour dès que la nouvelle loi sur la charte des partis a été promulguée et qui nous a invités à nous mettre à jour. Et donc, nous avons fait cette démarche-là et ça signifiait que nous nous préparions pour aller aux élections. Et donc, nous avons eu le certificat de conformité au ministère de l'Intérieur, qui est en fait un document qui voudrait dire, oui, les partis à qui on a demandé de se mettre à jour, eh bien, voilà, celui-ci, il s'est mis à jour conformément aux nouveaux tests. Parce que nous étions dans une période transitoire de 6 mois, courant de septembre à mars. Oui. Et parce que le calendrier électoral aussi est sorti en ce moment et on a pu voir que cette pièce a créé des difficultés, a fait en sorte que certaines organisations politiques n'ont pas pu prendre part à ce processus déjà, ne serait-ce que pour déposer le dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Moël Bénin a pu le faire. Moël Bénin a déposé son dossier. Oui. Malheureusement, je n'ai pas envie forcément de rappeler les raisons pour lesquelles on nous a sorti de la Commission pour ce qu'on peut qualifier de pas forcément faute grave en réalité. D'accord. Oui, parce alors, que justement cette difficulté, c'est pour ça que tout ce qui s'est passé demande que, et pour ça, le président de la République même a souhaité, en rencontrant les différents acteurs, en rencontrant le président de l'Assemblée nationale et son bureau, a souhaité qu'on aille voir rapidement ce qu'on pouvait améliorer pour permettre à tout le monde de prendre part aux élections. À cet effet, nous, à Moël Bénin, nous avons fait des propositions pouvant permettre d'ouvrir les élections à tous ceux qui souhaitaient ou qui manifestaient un quelconque intérêt. Malheureusement, les deux groupes présents à l'Assemblée, pour parler du groupe majoritaire et du groupe minoritaire, n'ont pas facilité la tâche. Ni au président de la République, à mon sens, ni au président du Parlement. Et donc, à la fin, on n'est pas arrivé, et puis on a entendu, on n'a pas pu réaliser le consensus pour corriger les tests, pour permettre à ce que tout le monde aille aux élections. Alors qu'on aurait pu aussi atteindre le consensus. Hein. On aurait dû, on aurait dû, pas qu'on aurait pu, on aurait dû atteindre le consensus pour ne pas avoir les difficultés que nous avons eues avant, pendant et après le processus, après les élections. Et donc, voilà un peu ce que nous avons vu et ressenti, vécu aussi, pour dire que, bon, nous espérons que véritablement on ira, parce que c'est ce que nous nous sommes dit finalement,
nous devons faire en sorte que nous discutons, nous échangeons, retrouver le consensus pour que tout ce qui va nous permettre d'avoir la cohésion politique nationale. La cohésion nationale, tout simplement, pour faire face à des défis plus importants, pour résister à la pauvreté, oui, pour résister à l'impunité. Oui. Voilà, c'est de cette résistance que nous avons besoin. Très bien. Alors justement, le 20 mai dernier, le chef de l'État, Patrice Talon, s'est exprimé, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, il a reconnu la pertinence de la réforme du système partisan. Il a même estimé que le multipartisme débridé, je le cite, participait à la malgouvernance de notre État. Alors lorsque vous regardez aujourd'hui ce qui a été fait jusque-là, en quoi la réforme telle qu'engagée jusqu'à présent a fait avancer le Bénin? La réforme était nécessaire. Personne ne dit le contraire. La réforme était utile parce que, vous voyez, en 90, nos aînés ont dit il faut aller au multipartisme intégral, un peu comme dans en faisant par rapport à ce qui a été vécu pendant presque 20 ans à partir du PRPB en réalité. C'est en regardant ça qu'on s'est dit il faut aller à un multipartisme intégral. Ce qui a manqué, c'est l'encadrement de cette intégralité de multipartisme. On n'a pas su donner un concept, une définition au concept multipartisme. Construire une législation qui organise véritablement cette vie politique, ce multipartisme, pour que ce qu'on attend, puisque ce sont les acteurs politiques qui doivent s'organiser pour conquérir le pouvoir politique, l'exercer au profit de tous. Et donc, quand c'est comme ça, si ce multipartisme-là n'est pas encadré d'une certaine manière, ça ira dans tous les sens. Et ça n'a pas raté. Nous sommes allés à ce que nous appelons l'hyperfragmentation de la vie politique. Et on l'a qualifié aussi de vitalité de la démocratie. Hein, oui, c'est une vitalité cancéreuse. Moi, je dirais que c'est une vitalité... Non, ça avait pris l'allure d'un cancer politico-administratif où tout se créait à tout va, des partis secrets dans toutes les familles, dans tous les villages, chaque week-end. D'accord? Quand c'est comme ça, il est difficile d'organiser d'abord la vie politique, la discussion politique, les échanges, le débat politique pour impacter la vie économique, la vie sociale. Parce que, au finish, ça va dans tous les sens. Et alors, moi j'ai entendu même le président de la République dire, dans un entretien précédent par rapport à la sortie du... Oui. Je crois que ça devait être l'entretien du... Le moment politique, c'est oui, ça? L'entretien avec nos confrères. Oui, il a parlé quand même d'une certaine sorte de prise d'otage concernant le gouvernement, le pouvoir, l'exécutif, qui, face à des acteurs qui se retrouvent du côté du Parlement, peuvent se constituer dans des dynamiques de lobby ou de contrôle où il faut satisfaire parfois l'intérêt particulariste, individualiste d'une personnalité politique en fait, d'un tout petit noyau politique. Or, il s'agit de ce qu'on dise qu'il faut représenter le pays dans son ensemble. Et donc, le besoin, il n'est pas démontré qu'il fallait faire cette réforme. Elle est juste. La réforme a été faite et les lois sont sorties. À l'application, nous avons vu des difficultés. Ce n'est pas pour cela que la réforme n'est pas bonne. On va revenir tout à l'heure aux difficultés. Ce n'est pas pour cela que la réforme est à rejeter. Les difficultés, oui, on en rencontrera partout. Dans tous les pays du monde, il y a des réformes. Le Brexit est là aujourd'hui, vous voyez tout ce que ça enchaîne. Oui. Et donc, à un moment donné, on regarde ce qu'on a mis en place, on a connu des difficultés, on corrige et on avance. C'est comme ça s'est toujours passé par rapport à tous les problèmes, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la vie publique, ça n'a jamais été autrement. On a conçu des choses, on les lance, on fait des projets, mais je veux construire un bâtiment, je fais ceci, je fais cela, je corrige progressivement. Et ce n'est pas la fin du monde. C'est vrai que ça avance selon vous, bien sûr. Est-ce que vous croyez que la charte des partis politiques qui a été élaborée maintenant, qui constitue même le sous-bassement de cette réforme-là, lutte aussi contre le régionalisme, puisque les députés doivent être issus maintenant des partis qui ont un ancrage national. Ça passe pas aussi les 10% à voix au plan national, ça passe pas les 15 membres fondateurs par commune. Est-ce que ça vient aussi corriger le régionalisme vraiment politique? Ça doit ou ça devrait, parce que
en dehors de ce que j'ai appelé fragmentation de la vie politique, Oui. de ce que ça ne permet pas, de cette situation que nous avions, ne permettait pas d'organiser le débat politique national autour des enjeux auxquels nous avons à faire face. Et en dehors de ce que la vie politique était parfois considérée comme, ou peut-être l'est toujours, une sorte de plateforme où eh bien, on peut avoir une agence personnelle privée, une société anonyme à responsabilité limitée pour faire du commerce politique. Nous sommes allés depuis 1990 avec cet art-là. Et les autres tares sont ce que vous êtes en train de dire. D'abord, il y a la question du financement politique, parce qu'on ne sait pas comment cela se passe. Et il y a la question de ce positionnement ethnico-régionaliste des partis. Il faut regarder, on n'a pas besoin de le dire pour voir ce que, depuis 1990, la plupart des partis ont été ou sont. Et donc, on a besoin effectivement de sortir de ces travers-là. Parce qu'un parti politique doit avoir un ancrage national. Un parti politique doit, dans notre contexte, peut-être ailleurs, il y a des partis communaux, des partis départementaux, dans d'autres contextes. Mais nous, dans notre contexte et dans les besoins qui sont les nôtres, nous avons besoin de créer une cohésion nationale. Et donc, si les acteurs politiques doivent venir sur l'espace public, on a besoin de ce qu'ils viennent défendre des idées, de ce qu'ils viennent défendre la nation, plutôt avec des contenus clairs. Avec des contenus clairs, plutôt que de dire chez moi à Zé, il n'y a pas ceci. Je préfère plutôt que si vous voulez construire des forages, que ce soit plutôt chez moi à Zé, plutôt que ce soit à Bukumbe, ou plutôt que ce soit à Kalale, ou que ce soit à Tiémé. Et donc, on regarde les enjeux avec le détachement qu'il faut. Mais quand les partis sont assis sous les soubassements ethnico-régionalistes que nous connaissons, on regarde. Au point que des acteurs publics disent, ou des acteurs politiques, ah non, il nous faut être avec le président de la République pour que nous puissions avoir telle chose, telle chose. Et ils vont vendre cela aux populations. Ce n'est pas une vie politique, ça de dire, certains disent même si nous ne sommes pas du côté du pouvoir, nous n'aurons rien. Notre région n'aura rien. On entend ça. Oui. Mais ce n'est pas juste que la vie politique soit ainsi. Et donc, la réforme aussi fait cet effort de mise en place de grands ensembles politiques nationaux assis partout. Nous, à Moël-Bénin, nous avons installé presque toutes nos coordinations communales. Sur les 77 communes, nous avons fini d'installer environ 70. Nous avons conduit personnellement ces opérations avec d'autres responsables du parti et nous sommes allés dans toutes les communes parce que d'abord, il faut parler, échanger avec les gens pour les faire adhérer à vos idéaux, pour qu'ils deviennent membres fondateurs de votre parti. Au lieu de 10 qu'on prenait par département, on est allé à 15 par commune. Nous avons installé nos coordinations pour faire de notre parti un parti où les gens se reconnaissent de Matéri à Diara, où se reconnaissent de Grand Popo à Sebana. Est-ce qu'avec ce grand effort-là que vous avez fourni, cette endurance-là, vous concluez que c'est un sacrifice un peu trop demandé aux partis politiques? Non, du tout pas. Il n'y a aucun... Vous voyez, on dit par exemple que le député est national. Eh bien, il faut que son parti soit national à la fin. Si le député est national et qu'en réalité, il ne s'occupe que de sa circonscription électorale, et après il prend une onction nationale pour être un représentant national, c'est tout au moins qu'on a besoin de ce que son organisation soit nationale. C'est un minimum. Une polémique. Avant, vous savez que les partis... On a fait de tout le Bénin une seule circonscription. On avait entendu ça aussi de la part de certains acteurs politiques qui ont estimé qu'on était contre le principe des circonscriptions et qu'on a pris tout le Bénin comme une seule circonscription finalement. Non, ce ne fut pas ainsi. Il y a eu les 24 circonscriptions électorales. Ce qu'on a souhaité, c'est que ceux qui vont venir de ces milieux, de ces espaces découpés par la loi, eh bien, qu'ils soient des gens que les populations reconnaissent et aussi qui ont le quitus de ces populations. Donc, il n'y a pas... Donc, ce n'est pas trop demandé aux partis politiques? De faire quoi? D'être nationaux? Bien sûr. Non, de satisfaire à toutes ces exigences de la charte des partis politiques? Non. Pourquoi est-ce que c'est trop demandé? Si nous voulons faire... Regardez, moi, je vois notre devoir, nous les acteurs politiques, d'aller dans tout le pays et de remonter toutes les difficultés. Généralement, les gens sont
entre Cotonou, Patte d'Oie et Cité telle ici, ils ne vont pas dans le pays. Ils ne vont pas dans le pays. On a besoin qu'ils aillent voir ce que les gens vivent dans les localités. Les peines pour sortir des tubercules, pour les ramener au bord de la grande route pour pouvoir vendre, qu'on puisse aller voir ça. C'est important. Donc, si vous êtes un acteur politique, on n'a même pas besoin de vous demander cela. C'est vous qui devrez, au nom de ce que vous voulez être celui que les populations peuvent porter pour plaider leurs causes, etc. Parce que vous aussi, vous êtes convaincus de ce que ces causes sont justes. On n'a pas besoin de vous demander d'être dans des ensembles nationaux. C'est de fait. Mais vous êtes un jeune parti politique. Certains téléspectateurs peuvent se dire, mais c'est normal qu'il parle ainsi. Ça a été aussi un peu insupportable à certains anciens animaux politiques, on va les qualifier ainsi. Certains hommes politiques qui étaient présidents de partis, qui avaient un peu leur structure de base. Ça avait été presque compliqué pour eux de s'unir. Et on a vu, à l'arrivée, ça continue de susciter des polémiques. Oui, ben, ce n'est pas facile que du jour au lendemain... Même les partis qui sont représentés au Parlement, ce n'est pas facile. On a vu de grands hommes politiques qui étaient chefs, chacun dans son parti, mais qui ont dû s'unir. Ce n'est pas facile que du jour au lendemain, que vous ayez une organisation privée, parce que c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Beaucoup étaient des partis privés, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. J'ai parlé de sociétés anonymes à responsabilité limitée qui viennent comme des groupes commerciaux sur l'espace politique. Et donc, on ne peut pas vivre avec ça dans un pays pour construire le développement. Et donc, c'est difficile alors en retirant ou en demandant à ces ensembles ou en mettant en place un environnement qui les oblige à mutualiser, à rester ensemble avec d'autres, eh bien, ça peut être difficile à faire en réalité, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. D'accord. Donc, c'est vital pour notre vie démocratique. Lorsqu'on voit un peu ce qui a été fait jusque-là et avec les résultats que ça a donné, la 8e législature qui est installée, quelles sont les faiblesses de la réforme jusqu'à présent? Vous parlez des deux lois, c'est ça? Oui. Le code électoral. Parlons d'abord de la charte des partis politiques. Bon, ce qu'on a pu constater, c'est que à la mise en œuvre de cette loi, il y a eu des difficultés. Oui. Il y a des difficultés, personne ne remet cela en cause. Je sors une difficulté qui, nous aussi, on la réglait, pouvait permettre à nous et à une autre formation politique d'aller aux élections. C'est qu'à un moment donné, on dit que une fois que vous avez déposé les dossiers, qu'il n'est pas possible de venir corriger. Ça, c'est l'article 46 du Code électoral. électoral. Donc, vous ne pouvez plus rien faire. Les seules possibilités où on peut venir, c'est quand il y a un décès avant le scrutin ou quand il y a des conflits de logos ou d'emblèmes. Eh bien, vous savez, c'est des dossiers à la fin qui arrivent. Il peut y avoir des omissions. Il peut y avoir des erreurs matérielles involontaires. Il peut y avoir ces situations-là. Et donc, par le passé, on permettait de corriger. Qu'on n'ait pas permis de corriger. Et puis, des gens ont voté cette loi-là, ont voté cet article-là, et se sont rendus compte après que ça leur coupe la tête. C'est difficile. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Mais nous avons regardé ça comme une peine, parce que il aurait juste suffi de donner 2-3 jours. Et dans les propositions nouvelles que nous avons faites, nous avons demandé cela, qu'on puisse corriger, on puisse donner quelques jours, ou c'est pas, quelques heures même, aux partis politiques pour se remettre au pas par rapport à telle chose ou à telle autre qu'on a observé. Regardez la question des doublons. Eh bien, les partis ne s'asseyent pas toujours pour ne se mettre pas ensemble pour dire, bon, voilà, nous allons désigner tel ou tel. Et vous ne pouvez pas savoir de bonne foi ou de mauvaise foi, malheureusement, qui est-ce qui peut faire en sorte qu'il y ait doublon. C'est ça, c'est très dramatique. Et nous, on regarde ça par rapport à d'autres élections. Ici, c'est des dossiers de 166 personnes. Les dossiers des autres élections qui arrivent, c'est des milliers de dossiers. On va faire face à cette difficulté. Et donc, voilà une des faiblesses dans la loi, à notre avis, qu'il faut voir la possibilité. Il y a d'autres choses. Je pense que en demandant la question, par exemple, du quitus fiscal, elle n'est pas une faiblesse en soi. C'est très opportun qu'on demande à ceux qui veulent aller aux élections d'être à jour vis-à-vis du fisc de leur pays. Bon, maintenant, dans la mise en œuvre, pour délivrer ces documents, on a pu quand même voir que
ça n'a pas été toujours aisé, ça n'a pas été facile. Et c'est allé avec beaucoup de soupçons, beaucoup d'allusions, beaucoup de choses qui pourraient... Il faut revoir ça. Il faut voir peut-être les délais de délivrance. Il faut voir les plateformes, la plateforme qui doit faire au niveau du service des impôts, voir le dispositif qu'il faut mettre en place pour permettre, pour qu'elle ne soit pas surchargée. On aurait pu dire, nous on a proposé par exemple que ce soit plutôt les dossiers de ceux qu'on a retenus comme candidats, c'est à ces dossiers qu'il faut adjoindre le quitus fiscal. Parce qu'il faut voir le nombre de personnes qui ont demandé le quitus fiscal. Mais à la fin, à l'arrivée, tous n'ont pas été candidates, tous n'ont pas postulé. Il faut voir. Et pourtant, à un moment donné, ces personnes ont surchargé la plateforme de demande ou de requête de cette pièce-là. Il faut imaginer ce que ça a été aussi. Et donc, quand vous dites oui. Concrètement, comment est-ce que cela peut-il se régler? Est-ce qu'on va dire, vous déposez d'abord les dossiers à la Sénat, qui va d'abord valider les listes, avant qu'on ne revienne compléter avec le quitus fiscal, c'est ça? Bien entendu, parce que pour que tout le monde ne se mette pas à demander, pour que cela ne fatigue pas les services des impôts, est-ce que tous ceux qui ont demandé, il y a eu des milliers de demandes. À la fin, combien de personnes sont allées aux élections? Ou bien combien de listes ont été au moins homologuées à un moment donné à la Sénat? Combien de dossiers on a acceptés? Au total, je ne sais pas combien. Si les 10 partis qui avaient manifesté au total l'intention d'aller aux élections, je crois que ça ferait 1160 demandes. Pas plus, quoi. Or, on a eu au-delà de ça, en fait. Oui, mais dans le même temps, on n'a pas besoin d'être candidat à une élection avant de payer les impôts. Hein. Par ailleurs, mais pour ce besoin spécifique, pour que tout le monde n'aille pas au même moment exprimer la demande sur cette plateforme-là, il faut qu'on trouve la formule au niveau de cette réforme de faire en sorte que cela puisse être délivré à tous ceux qui méritent de l'avoir. Là, vous êtes dans le code électoral. Restons-y justement avec la pièce qui a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de, on va dire, de grogne au sein de la classe politique, le certificat de conformité que le ministère de l'Intérieur doit délivrer. La Cour constitutionnelle avait précisé que, avant de pouvoir faire valider sa liste à la Sénat, il va falloir fournir cette pièce-là qui devrait être délivrée par le ministère de l'Intérieur. On a estimé que ce n'était pas conforme à la loi. Faut-il l'inscrire de façon assez claire, certificat de conformité dans le code électoral? Vous savez, moi je ne fais pas cette polémique-là parce que là où vous êtes, pour être béninois, vous avez un certificat de conformité à la nationalité béninoise. Nous tous, nous avons une pièce qui atteste de notre existence légale, sinon on tombe dans ce qu'on appelle l'apatridie, c'est-à-dire qu'on est sans nationalité en réalité. Mais donc, pour toutes les organisations, qu'elles soient de nature sociale, économique ou politique ou culturelle, elles ont le devoir d'exister légalement. Il y a un besoin de reconnaissance légale vis-à-vis de l'administration quand on crée une organisation. En quoi est-ce que ça ne devrait pas être valable pour, comment dit-on, la classe politique ou les organisations politiques? Si pour créer une ONG, pour compétir ou bien aller faire des requêtes de demande de fonds et tout cela, on me exige d'avoir la pièce qui atteste de mon existence et de ma conformité vis-à-vis des lois de mon pays. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas demander ça aux organisations politiques? Pourquoi? Ce n'est même pas dire que c'est une invention ou une nouvelle chose qui arrive. De tout temps, les organisations politiques ont existé. Quand vous créez votre organisation politique, vous faites la démarche de vous présenter devant l'administration publique pour dire nous avons créé cette organisation, reconnaissez-nous. C'est devant l'administration que ça se passe. Et donc, on vous délivrera un document qu'on appelle ça conformité, qu'on appelle ça acte de naissance, qu'on appelle ça... Ce n'est pas le nom qui doit faire un problème. C'est une pièce qui atteste de votre existence légale. Pourtant, le débat, a eu lieu, la polémique a eu lieu. De tout temps, cette pièce a existé. Aucun parti, et ceux à qui on demandait de se conformer, n'existait sans cette autorisation d'existence. Aucun. Tous existaient sur la base de ce document que l'administration publique leur a délivré. Et on a dit maintenant, il y a une nouvelle loi d'aller se conformer à cela. Qu'on l'ait appelé certificat ou qu'on l'ait appelé attestation, je ne sais pas, ce n'est pas une... Alors, la loi même avait parlé de récépissé délivré. Non. Après, lorsqu'on a entendu certificat de conformité, on a estimé que c'est une invention de la Cour constitutionnelle. Non, du tout pas. Le récépissé, c'est quoi? Quand on estime que vous êtes à jour, parce que sans le récépissé, vous n'avez pas le certificat.
Le certificat, vous ne l'avez pas. Et le certificat par rapport à la nouvelle loi. Mais le récépissé, quand votre parti est reconnu, on vous délivre le récépissé et vous allez faire la procédure de publication au journal officiel. Et on vient vous dire maintenant, voici le tel parti là, qui avait tel enregistrement et tel autre, s'est conformé à la nouvelle loi. Voici la preuve, c'est ça qui est ce certificat. Voici la preuve de son existence. Ce n'est pas une pièce inventée. Quand on vous donne une preuve de votre existence, vous aurez mal à ça. Oui, mais pourquoi vous devez la polémique avoir a eu lieu, c'est Fils Biwagia. Ok, donc vous ne voulez pas avoir de pièces qui attestent de votre existence. Est-ce que c'est pour des organisations politiques, c'est normal? Ce n'est pas juste. Mais puisque nous sommes à l'heure du bilan maintenant, et qu'on a constaté que malheureusement, cette pièce n'a pas forcément été comprise de tous, que faut-il faire dans ce sens? Non, ce n'est pas ça. Ce qui n'a pas pu être fait, c'est la mise à jour par rapport à la loi. Ce n'est pas le certificat qu'on n'a pas délivré. Si vous êtes mis à jour par rapport à la loi, vous délivrera le certificat. Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas délivré le certificat. Aviez-vous bouclé la mise à jour? Voici la loi. La loi demande telle pièce pour que votre parti soit homologué. Si à ce niveau il y a problème, ne demandez pas qu'on vous délivre un certificat. Moi, je ne vois pas, c'est basique à la fin. D'accord. Basique. Alors justement, sur la création de cette pièce, il n'y a aucun problème. La suspicion est plutôt à ce niveau. Et oui, ça, il faut la suspicion résidait dans la démarche. C'est l'administration publique qui délivre la pièce. C'est là où j'allais en venir. Il se fait que faut-il régler à ce niveau? C'est le ministère de l'Intérieur qui délivre. Vous savez, même dans certains pays, et même chez nous, il y a eu ça. Le ministère de l'Intérieur a organisé même des élections, ou organise des élections. C'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau de confiance qu'il faut que on a presque institutionnalisé la méfiance à travers la Sénat en 1995. Hein. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est parce que nous ne nous faisons pas confiance que nous avons créé une telle institution pour dire que nous tous, nous sommes là. Sinon, que viennent chercher des acteurs politiques dans l'organisation des élections, en dehors de leur participation? Est-ce que c'est à eux de piloter? Mais allez à la Sénat. Vous verrez que tel groupe a envoyé son représentant, tel autre a envoyé. Il faut aller à la professionnalisation des élections. Et que ce ne soit pas des acteurs politiques qui mandatent des gens qui après deviennent une institution. C'est des problèmes réels à regarder là. Donc, si c'est l'administration qui délivre, dans notre contexte, la suspicion existe. Elle existe de dire, puisque nous, il est sûr que si, voyez-vous, c'est comme si vous voulez aller au bac et on dit que tel professeur qui peut-être ne lui plaisait pas, il peut être à même de vous empêcher d'aller à cet examen ou de réussir. Mais enfin, je pense que si vous méritez de réussir, vous réussirez. D'accord. Alors, on a entendu juste après la première sortie du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, à l'époque, qui avait fait d'abord le point des partis qui ont fait la démarche. Il estimait que jusqu'à présent, aucun parti ne s'était encore conformé. L'UDBN était rapidement monté au créneau pour mettre en relief des questions de délai, puisque la loi disait que si déjà au bout de 2 mois, le ministère ne dit rien, c'est que votre dossier est conforme. Et après, on a entendu aussi certains partis de l'opposition qui ont estimé que, exprès, on a voulu les exclure, on a voulu les recaler. Vous avez commencé à mettre le doigt dessus tout à l'heure. Est-ce qu'il faut désormais, on va dire, créer un dispositif de plus de transparence au ministère de l'Intérieur dans la délivrance de cette pièce? C'est la loi qui organise tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver le consensus. Si nous retrouvons le consensus... Encore une fois. Oh, absolument. Si nous retrouvons le consensus, vous savez, le président de la République a demandé à cette législature déjà de regarder dans ces lois ce qui a été objet de polémique et qui a créé problème. Déjà, mais si davantage un consensus se fait avec tous les acteurs, et je dis que le consensus n'est pas l'unanimisme. Hein. Il n'y a pas de consensus quand tout le monde est d'accord, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est quand une grande partie est d'accord aussi qu'il y a consensus. Et donc, si nous avons à regarder, nous rentrerons dans les tests et nous trouverons les vices, les scories qui nous empêchent d'avancer, nous les retrancherons pour faire tout cela une lecture globale. Et ce qui va sortir va être ce qu'on appelle toujours la loi. La loi, la règle publique, et c'est elle qui fonde la République. Nous sommes en République à la fin. Nous ne sommes pas dans autre chose. C'est pour ça que quand Léon demandait au président de la République à la fin de légiférer par lui-même, oui, de prendre une non. La règle doit être
règles publiques et il n'a pas le pouvoir, à des exceptions près, de légiférer, revenir légiférer en matière électorale, mais c'est grave. Il va ouvrir une porte, un précédent historique. Et donc, on ne pouvait pas faire ça. Ça serait une boîte à Pandore. C'est une catastrophe. Et donc, on ne pouvait pas faire ça. Il nous revenait, à nous, acteurs politiques, et notamment à ceux qui étaient présents à l'Assemblée nationale, de corriger. Ils n'ont pas fait ça. Et ils sont responsables d'une manière ou d'une autre de ce qui a pu arriver après. Parce que ils venaient dire qu'on n'a pas trouvé le consensus. Mais c'est quand même bizarre de venir dire. C'est trop facile de dire ça. Ce n'est pas juste de dire ça. Ne pas trouver le consensus, eh bien, c'est qu'on peut ouvrir la porte à tout ce qu'il ne faut pas aussi. Les intérêts étaient en jeu aussi. Hein. Les intérêts alors, si on regarde les intérêts, on ne regarde pas la nation, on crée des problèmes. On n'a pas regardé les intérêts à un moment donné. On regarde l'intérêt supérieur et non son nombril. D'accord. Alors, le chef de l'État, dans son adresse du 20 mai dernier, a demandé que les partis politiques puissent saisir sa main tendue, puisque dans les jours à venir, disait-il, il allait les inviter à des échanges francs et directs. Est-ce que ces échanges-là doivent peut-être prendre la forme d'un débat national? On a vu récemment en France, avec la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État français, Macron, qui a donc organisé des mois de débat national. Quelle doit être la forme de ces échanges francs et directs dont parlait le chef de l'État? Eh bien, nous, à Moël Bénin, nous avons dit très tôt que c'est dans le... Nous avons fait une déclaration au lendemain des situations post-électorales difficiles pour dire que c'est dans le dialogue, c'est dans les échanges que nous retrouverons le consensus pour nous permettre d'avancer. Et donc, cela est venu comme une réponse à ce que Moël Bénin a exprimé. Nous avons dit, c'est dans le dialogue que ça se passe. Nous pouvons faire toutes sortes de récriminations, de violences verbales, malencontreusement physiques parfois, mais à la fin, toutes les guerres, toutes les polémiques de ce monde, de ce que nous avons on a toujours pu voir, tout se règle autour de la discussion. Ça n'a jamais changé. Et dans notre pays particulièrement, nous n'avons jamais rien réglé avec de la violence. Il peut y avoir de la violence verbale. Comme disait le chef de l'État, vous pouvez être responsable de vos propos à la fin. Il peut y avoir de la violence verbale. On peut ne pas être d'accord, on peut l'exprimer. Mais rien ne nous demande d'aller à des confrontations physiques et nous ne l'avons jamais fait. Et nous ne le ferons jamais pour régler nos problèmes. Et donc, cette démarche du chef de l'État vient comme une réponse à ce que Moël Bénin a souhaité. Et donc, Moël Bénin se retrouve entièrement dans cette proposition. Maintenant, il faut élaborer les termes de référence de cette démarche. Il faut la forme dont vous parlez. Quel va être le format? On a pu entendre que c'est la classe politique. Est-ce que ça devrait se limiter à la classe politique exclusivement? Est-ce que ça peut s'étendre à d'autres corps ou à d'autres acteurs de la société de civile, notre vie publique, de confession, voilà, par exemple. Donc, il revient quand ça arrive comme ça, que les différentes organisations politiques se mettent dans une démarche de proposition. Il faut se constituer. Nous, on n'est pas un parti pour ne pas faire ces choses-là. C'est pour se constituer. Et bien entendu, ce que ça doit être pour vous, vous l'exprimez en réalité. Chaque organisation devrait spontanément se mettre dans cette dynamique, de dire, bon, nous on entend dans cette, voilà, s'il doit y avoir telle chose, voilà comment nous pensons que ça doit être. Voilà ceux à qui nous pensons, en fait, ceux qu'il faut amener à cette discussion. Voilà la finalité, voilà telle chose. Comment est-ce qu'on l'organise? C'est le devoir de chaque organisation de s'y apprêter. Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont exprimé leur désaccord. Ils ont exprimé, en fait, ils ont émis même des conditions. Oui. Mais après tout ça, on devra discuter. Parce que la résistance dont nous avons besoin, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la résistance contre la pauvreté, la faim, le manque de l'eau, l'école qui ne se porte pas bien, et le système sanitaire qui a des difficultés. On a besoin de résister à cela, à l'impunité. Nous n'avons pas résisté à autre chose dans notre pays. On reviendra tout à l'heure à la résistance. Il revient que, après avoir exprimé maintenant, on n'est pas content, mais il y a eu telle chose, non, c'est médecin après la mort, tout ça. Quand on a fini de dire ça, il faut passer au concret. Et le concret,
c'est qu'on se mette dans la disposition, à défaut de faire de propositions, d'être disposé à échanger. À échanger. Et nos compatriotes aiment ça. Alors, nos à Moël compatriotes Bénin, souhaitent souvent que nous discutons. Et ça, il ne faut pas perdre ça de vue. à Moël Bénin, quelles propositions faites-vous concrètement par rapport à la nature de ces échanges-là? Est-ce que vous souhaiteriez que ça prenne l'allure peut-être de la conférence nationale de 1990 ou encore des séminaires? Quelle forme proposez-vous concrètement de votre côté? Nous n'avons pas les problèmes de 1990 aujourd'hui. Et donc, je ne vois pas le format aller dans ce sens-là. La discussion se fait à l'intérieur, à Moël Bénin aujourd'hui, pour que nous sortions une proposition. Mais vous n'avez pas encore des idées? C'est en cours, nous sommes en discussion et nous ferons savoir ces propositions à un moment donné. Donc, nous ne sommes pas à faire un schéma de dire, bon, il y a des problèmes aussi majeurs que ceux que nous avons vécus en 90 qui nous ont amenés à une conférence nationale. Ce dont nous avons besoin ici, c'est d'échanger par rapport, surtout, et c'est pour ça qu'il faut parfois comprendre la démarche du chef de l'État et de la classe politique. Les problèmes n'ont pas directement concerné les autres secteurs de la vie publique. C'est au niveau de la classe politique que ça se passe. Parce que vous savez, les réformes touchaient les autres couches de la société depuis tout le temps. Vrai ou faux? La santé, l'éducation, etc. Le secteur économique. C'est parce que cette fois-ci, ça a touché à la vie politique, où les uns et les autres ont des intérêts directs. Ça touche à des choses, ça touche à des positions, ça touche à des pouvoirs ou à des honneurs, à un peu de tout, que ça a été perçu comme nous percevons cela aujourd'hui, au point de demander Pourquoi est-ce que quand la réforme a touché, comment dit-on, la vie sociale, peut-être le droit de grève, les droits de grève, se toller pour dire, oh oui, mais ceci, cela, on n'a pas vu ça. C'est parce que là où on a touché aujourd'hui, eh bien, c'est ceux qui sont sur l'espace public qui font le débat, c'est eux que ça a touché, c'est pour ça que ça a pris cette Les acteurs politiques sont parfois capricieux, finalement. Lorsqu'on suit un peu vos analyses, lorsque ça touche un peu leurs intérêts, c'est qu'on se rétracte, alors que ce sont eux-mêmes qui votent les lois. Je vous laisse la déduction. Ah ben, je l'assume aussi à votre appréciation. Que faut-il revoir dans la loi portant statut de l'opposition? Puisque le chef de l'État a aussi demandé qu'on puisse relire cette loi-là, afin que chaque acteur politique soit libre de ses expressions, mais responsable de ses actes. Ce qui est juste, parce que l'opposition, elle est utile en démocratie. On ne peut pas, ça fait partie de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ils ont une autre carte en main, ils ont une autre proposition. Et donc, il convient d'organiser cela, d'encadrer, de créer l'environnement qu'il faut pour l'expression de l'opinion contraire, politiquement, pour l'expression des acteurs, pour qu'ils jouent convenablement leur rôle. Et c'est tout à fait normal que ce statut, on puisse le voir. Il ne s'agit pas de prébande, de dire, bon, voilà, le chef de l'opposition, il a droit à 2 voitures, à un garde du corps. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de construire un environnement pour que l'opposition soit l'opposition et qu'elle sorte de, bon, tout ce qu'on peut voir là. Vous savez, réellement, on n'a pas pu voir aujourd'hui quel parti, je ne sais pas, le parti du professeur Toleba ou le parti communiste du Bénin, quel parti a exprimé son appartenance réelle à l'opposition, fait une déclaration ferme. Sauf, je veux bien qu'on se remémore, si je me trompe, rappelez-moi, mais cette déclaration qui vous inscrit, on peut poser des actes d'opposants, on peut tenir un discours d'opposant, mais s'inscrire résolument et formellement parti d'opposition, il y a un espace légal, il y a un encadrement que cela demande et cela va avec, comment dit-on, tout l'accompagnement que l'État doit apporter à cette frange de la société qui n'est pas d'accord avec le pouvoir. Et c'est dans ça qu'on organise la prise de parole. C'est dans ça qu'on organise la présence sur les espaces médiatiques. On a besoin de ça pour qu'on ne dise pas, oui, ben, tel média est caporalisé par tel autre, et puis ceci, cela. Pour que l'opposition ne dise pas, je n'ai pas des ressources pour mener des activités, pour aller parler aux populations.
pour que le financement soit légal. Pour qu'on Pour que le financement politique ne soit pas ce que nous savons, à partir du blanchiment, à partir de détournement de deniers publics, à partir d'enrichissement illicite, etc. Pour que le financement politique soit normal. Donc tout passe dedans en fait. Et pour qu'une région ne soit pas exclue du processus de développement, parce que les acteurs de cette région appartiendraient peut-être à l'opposition aussi. Hein. Par exemple. On a écouté ce discours de long à large. On l'entend souvent, on l'entend. Donc il faut organiser cette opposition-là pour que ceux qui veulent se retrouver dans cet espace puissent se retrouver. Et c'est tout à l'intérêt de tout le monde. Parce que parfois, les opposants d'aujourd'hui peuvent être au pouvoir demain et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent se retrouver dans l'opposition. Donc, il s'agit de faire des choses pour l'avenir parfois. Il s'agit de regarder le passé pour aussi faire. Parce que ceux aujourd'hui qui peut-être se retrouvent dans l'opposition, peut-être se mordent le doigt par rapport à des choses qu'on aurait pu faire. Il y a des regrets. Il faut que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent se dire aussi, on ne sait jamais. Il faut donc prévoir, on ne sait jamais. Et donc, la vie politique mérite d'être organisée dans un pays et c'est à cela que le président de la République a invité et nous on se retrouve à travers ça. Et juste après la sortie du chef de l'État, on a écouté certains acteurs politiques qui se disent de la résistance nationale, qui ont donc aussi fait un message public devant les hommes des médias. Ils ont notamment fustigé le discours du chef de l'État. Ils se disent insatisfaits. Ils estiment que c'est un discours qui vient un peu tardivement parce que le chef de l'État, selon eux, a confisqué le pouvoir législatif. De quel œil avez-vous vu cette déclaration-là? Moi, ce n'est pas surprenant. S'il venait par exemple faire une déclaration, dit le président de la République, franchement, ce qu'il a dit, nous nous retrouvons entièrement dedans. Vous voyez bien qu'ils auraient des difficultés avec eux-mêmes et avec ceux qui se retrouvent à travers eux. C'est normal, ils tiennent ce discours, ils ne sont pas d'accord. Et nous avons dit, si le président de la République dit qu'il faut organiser la vie politique de l'opposition, c'est parce qu'il reconnaît qu'il faut qu'il y ait l'opposition. Donc, on ne s'attend pas à ce que tout le monde soit d'accord. On ne s'attend pas à ce que tout le monde soit d'accord. Mais on doit faire l'effort d'être d'accord sur le minimum. Et je n'ai pas entendu l'opposition dire « nous ne sommes pas d'accord de l'opportunité d'une réforme politique ». Ah oui, ils l'ont dit quelque part. Ils ont dit ils ne sont pas d'accord qu'il y a les réformes. Ils ont dit que la réforme du système partisan, c'est vrai que le chef de l'État, au début, avait dit qu'il allait faire la réforme et que tout le monde était d'accord. Mais à l'arrivée, il en a fait un prétexte pour pouvoir faire autre chose. Ils ne sont pas contre l'opportunité de réforme. C'est peut-être le format que ça a eu, ils ne sont pas d'accord parce qu'à un moment donné, ça ne leur a pas permis de se retrouver comme d'autres forces politiques qui sont autour du chef de l'État, qui ne se sont pas retrouvées, plus ou moins aussi. Nous sommes concernés. Nous sommes concernés. Mais ce n'est pas pour ça que c'est la fin du monde. Au point que quand on dit, il nous faut nous préparer à discuter. Parce que ce qu'on dit par rapport au processus qui s'est achevé, en disant que le processus... non. Qui conteste la légalité ou la régularité du processus? Y a-t-il eu convocation du corps électoral à la bonne date? Y a-t-il eu le processus électoral ouvert par la Sénat? La Cour constitutionnelle a-t-elle joué son rôle de régulateur? Y a-t-il eu élection à bonne date? Y a-t-il eu installation de la nouvelle législature à bonne date? On ne peut pas, personne ne conteste ça et personne ne peut contester cela. C'est ce que chacun a pu vivre, des groupes auxquels il appartient, c'est ça qui peut être difficile à accepter. Et donc, mais quand on a fini d'exprimer la colère, quand on a fini d'exprimer le ras-le-bol, quand on a fini d'exprimer les récriminations, on revient toujours pour dire oui. Eh bien, ça, oui, d'accord, on peut faire, non, là, non, ça, revoyons ça comme ça. Ça s'est toujours passé ainsi. Et c'est cela que nous autres, nous souhaitons. Nous pensons que, oui, on a exprimé la colère. Les gens expriment la colère. Mais prêter de prétexte, quand je fais la démonstration légale de notre calendrier constitutionnel et du rôle joué par tout le monde, moi, je ne vois pas un prétexte là. Parce que quand il a commencé par avoir des difficultés, le président de la République a dit oui, il y a des difficultés. Eh bien, mais moi, il ne me revient pas de légiférer. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, puisque c'est tout le bureau qui est venu ce jour-là. Et puis moi, je rappelle toujours un fait. Le président de l'Assemblée nationale a réuni chez lui toutes les formations politiques qui avaient un intérêt à prendre part au processus. Toutes, même au Parti communiste du Bénin et à un groupe qu'on a appelé Front Souverain.
tout le monde était là. Tous ceux qui ne sont même pas allés à la présidence lorsque le chef de l'État a invité la classe politique, tout le monde s'est retrouvé. Et donc, il y avait quand même un début d'espoir. Lorsqu'au début de la séance, ceux de la minorité ont listé comment dit-on, des préalables et ils sont sortis. On a commencé par flairer le blocage de consensus. Et donc, quand nous disons que tout le monde a été responsable, c'est parce que nous avons vécu ça d'une manière ou d'une autre. Et c'est avec peine qu'on a pu vivre ça. Quand les gens de la minorité se retirent, ils ne facilitent pas la tâche aux médiateurs, aux facilitateurs désignés. Ils ne lui facilitent pas la tâche d'aller maintenant voir ceux de la majorité aussi pour leur dire, bon, et puis, à la fin, réussir à mettre en place un groupe de travail pour qu'on avance. Il faut voir ce que le groupe de travail est devenu. Et pourquoi on veut coller maintenant une responsabilité au chef de l'État? Moi, je ne vois pas. D'accord. Nous tous, nous sommes... Et il a dit, ce n'est pas le moment de chercher les coupables. Et parce que si on regarde, chacun y a joué un rôle. Chacun y a joué un rôle. Chacun y a joué un rôle. Nous, de notre position, nous avons souhaité que les choses avancent. Nous avons fait des propositions, mais ceux qui devraient nous écouter ne nous ont pas écoutés. D'accord. Parlons justement des choses qui doivent avancer. Le chef de l'État a demandé aux députés de pouvoir poser des actes afin de rassurer l'opposition politique. Quel type de loi faut-il aujourd'hui pour quel Bénin avec la 8e législature? Je vais parler justement, puisqu'on sait que l'Assemblée nationale a deux rôles fondamentaux, notamment légiférer, contrôler l'action du gouvernement. Par rapport au premier rôle que l'Assemblée a de légiférer, quel type de loi faut-il aujourd'hui? Bon, le président de la République, je retourne dans ses propos, a exprimé d'avoir souhaité que cette Assemblée démente les pronostics douteux que d'aucuns, en fait, les présomptions, à tort ou à raison, d'aucuns ont sur elle. Donc, la législature a tout à donner en regardant les attentes du peuple. Nous avons eu des lois liées à la réforme de la vie politique, notamment le code électoral et la charte des partis politiques. Nous avons besoin de revoir cette loi-là sur le statut de l'opposition. Et donc, on a besoin de corriger, c'est les urgences, puisqu'il y a d'autres échéances qui arrivent. Nous avons les municipales, les communales et les locales. Dans un an, c'est dans un an. Nous avons la présidentielle dans 2 ans. Donc, il y a urgence à corriger. Il ne faut pas le faire au dernier moment. Il y a urgence à corriger. Il y a urgence à revoir au niveau de la charte des partis ce qu'il faut pour que, eh bien, ce qui a pu créer des situations d'exclusion, ce qui a empêché il faut regarder ça pour nous permettre d'avancer ensemble. C'est une invite, par ailleurs, du président de la République. Maintenant, nous pensons aussi qu'il y a des besoins de loi, parce que la vie publique n'est pas faite que de l'action politique, par ailleurs. Et il ne faut pas qu'on passe le temps à ne s'occuper que des acteurs politiques. Il y a les autres segments de notre vie publique. La vie sociale est là, la vie culturelle est là, la vie économique est là. Il y a besoin d'aller à voter des lois sociales, socio-économiques, des lois qui transforment l'école béninoise, des lois qui transforment la vie culturelle et artistique du pays, des lois qui donnent l'espoir aux générations qui montent. On a besoin de ces lois-là, des lois qui facilitent l'insertion professionnelle. On a besoin de ces lois. Il y en a qui ont été votées aujourd'hui, il y en a qu'il faut améliorer, il y en a qu'il faut voter. Et donc, dans cette démarche de légiférer, oui, que la Constitution confère à l'Assemblée nationale, il y a qu'il faut écouter les attentes du peuple. Il y a eu des études pour dire que le Bénin pourrait faire des scénarios à l'AFIA, un scénario au Wahala. On est au terme, non? On est au terme. Aujourd'hui, il y a un programme d'action de gouvernement. Il y a le programme national pour le développement. Il faut regarder dedans les lois qu'il faut sortir pour permettre la réalisation d'objectifs durables de développement. C'est de ça que nous avons besoin. Et donc, les défis pour nous, qu'on regarde. Regardez par exemple le code des marchés publics. Nous, c'était nos discussions à l'intérieur de Moël Bénin. C'est qu'on revoit cette loi-là qui fait que, bon,
quand des expatriés ou d'autres de grands groupes internationaux doivent parfois prendre des marchés, ce n'est pas toujours à la faveur des entreprises nationales ou locales. On a besoin de corriger pour obliger ces grosses boîtes à faire surtout à peser, à collaborer avec les PME nationales, collaborer avec les structures nationales pour qu'on fasse presque obligation de cette collaboration, qu'on permette à ces groupes nationaux de rentrer dans ces activités et aussi que ça puisse leur permettre de régler des questions de transfert de technologie et de compétences. Parce qu'on peut réaliser des choses dans le pays, mais après, c'est les mêmes qui vont rester pendant des années dans le pays pour vous dire qu'ils sont en train de faire de la maintenance. C'est ça nos difficultés. Donc déjà, on peut régler ces questions. La question des lois, c'est au niveau économique ça. Au niveau social, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé, il y a l'Arche aujourd'hui qui est un projet majeur du gouvernement qui arrive pour assurer, pour apporter une assurance universelle à la plupart d'entre nous. Il faut légiférer dans ce sens-là. Il faut sortir la loi qui permette d'aller vers cela pour que nous soyons en sécurité sociale dans le pays. Voilà un peu le type de loi qu'il faut. Les défis. Elles sont les lois. Il faut corriger les lois politiques à problème. Il faut en sortir aussi. Mais il faut que la législature, il faut que la démocratie nourrisse le pays et le peuple. Il faut donc que le débat politique qui doit se faire regarde les populations. Regarde, j'ai entendu parler de 2 cas de noyade à Niki et à Sinandé il y a quelques jours. Et puis ce qu'on a pu constater, je ne sais pas, Niki, c'est une affaire de jeunes femmes qui sont allées au Marigot, une dame et puis une fillette, et puis quand la fillette est tombée à l'eau, voilà cela. Pourquoi elles sont allées là-bas? Quand vous êtes allé à Sinandé, c'est une retenue d'eau, on a retrouvé un enfant noyé dedans. La dernière fois, c'est à Karimama, la barque qui a chaviré. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour éviter ces choses-là? On a besoin de renforcer notre sécurité. Voilà donc les défis de développement et la démocratie a le devoir de corriger ça. D'accord. Dans son discours d'investiture, on va le dire ainsi, puisque la cérémonie d'investiture proprement dite n'a pas encore eu lieu, mais juste après son élection, le nouveau président de l'Assemblée nationale, l'honorable Louis Vlavonou, disait que les lois que l'Assemblée nationale va voter désormais doit leur rendre témoignage. Et il a aussi invité tous les députés à pouvoir contrôler l'action du gouvernement, de sorte à taire les suspicions dont vous parlez tout à l'heure. Et le chef de l'État aussi l'a dit. Comment doit se faire le contrôle de l'action gouvernementale pour, on va dire, rassurer tout le monde? Eh bien, je crois que le président du Parlement a bien fait de dire qu'il faut que les délibérations témoignent d'eux. Parce que ça reste dans l'histoire. Ça reste dans l'histoire. La législature a tout à gagner, a démontré qu'elle contrôlera et elle contrôle l'action du gouvernement. C'est un devoir constitutionnel. C'est un devoir. Ce n'est pas parce que des députés ou des groupes soutiennent le pouvoir exécutif que ce devoir de contrôle qui doit s'exercer ne doit pas s'exercer. Ne pas le faire, c'est violer la Constitution. Ne pas contrôler l'action du gouvernement, c'est violer la Constitution. Donc, on attend que les choses se fassent ainsi. Et le président de la République les y a invités également pour déjouer ou faire tomber les suspicions qui pèsent sur cette législature-là. Donc, elle a tout approuvé, presque plus que toutes les autres législatures. Dans ce sens, est-ce qu'on réussira à ne plus entendre Parlement unicolore, un Parlement à la solde d'un pouvoir? Est-ce que vraiment on aura un Parlement qui va balayer du revers de la main ces différents adjectifs-là? C'est le challenge de ce Parlement. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ils devront. Ils devront y arriver. Eux-mêmes, s'ils sont invités, le président de la République les y a invités et le peuple, évidemment aussi, forcément attend cela d'eux. Nous, à Moël Béné, on attend ça d'eux. Et ce n'est pas les autres partis politiques qui n'attendent pas ça. Et donc, ils devront y arriver. C'est leur devoir d'être le Parlement, parce que c'est le Parlement qui est sorti après la réforme. Oui. Et donc, c'est de prouver que la réforme a été
nécessaire et pertinente. Avait eu sa Et raison donc, d'être. oui, bien entendu. C'est dans le rôle de ce Parlement-là aussi qu'on verra ça. Alors, la question des idéologies au sein des partis politiques se pose aussi, hein, et comme vous avez su bien dit tout à l'heure, les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale devraient commencer à donner l'exemple déjà en respectant les idéologies. On sait qu'il y a des libéraux d'un côté, les socialistes de l'autre côté. Ce sera le moment plus que jamais de pouvoir prouver qu'on maîtrise le contenu de ces idéologies et qu'on travaille dans ce sens, non? Oui, je pense parce que, vous savez, je parlais d'un déficit d'organisation du débat politique qui devait impacter la vie publique. Et c'est parce que c'était débridé. Quand on a un multipartisme débridé, on a un débat public politique débridé et on a des solutions débridées. Et donc, pour régler ces problèmes, vous structurez la vie politique. On a besoin de savoir que quand lui, il parle, quelle idée il défend, quelle est sa ligne philosophique même, quelle est la ligne économique qui va avec la pensée qu'il porte, avec le groupe auquel il appartient. C'est ça ce qu'on appelle l'idéologie, non? Et donc, ça nous permet de comprendre les choix qui sont faits. Ça nous permet de comprendre les positionnements. Il ne faut pas se retrouver dans un parti parce qu'on a beaucoup d'argent ou bien parce qu'on entretient les gens dans le pays ou parce qu'on fait ceci. Non, vous devrez y aller parce que vous avez des idées. Vous devrez y aller parce que vous avez... Nous, à Moël Bénin, vous savez, par exemple, ce que nous disons. Nous sommes de la social-démocratie. Nous parlons préférence nationale sur tous les plans, notamment au plan économique. Et donc, une inversion de la vie économique qui accorde plus de place et de choix à la production économique nationale, à la consommation de ce que nous produisons et à la production de ce dont nous avons besoin de consommer. C'est une ligne pour nous. C'est une ligne pour nous et nous regardons aussi la nécessité de sortir l'argent poison de notre vie. Vous savez, la vie politique a été beaucoup infestée par, ou continue de l'être, par le pouvoir de l'argent. Donc ce n'est pas les idées, c'est la force de l'argent. Ce n'est pas normal. Et donc, on veut aussi voir ces débats-là comme on aime avoir dans d'autres pays, ces débats se mettre en place, se structurer. Ces débats qui nous font plaisir et qui font que je peux choisir d'être ici ou là parce que ça correspond à ma façon de voir, à ma ligne philosophique, à mes convictions spirituelles. La politique va jusqu'à ce niveau. Et donc, je ne choisis pas parce que j'ai un parent ici. Pourquoi j'irai dans tel groupe ou pas dans l'autre? Est-ce parce que les gens portent de jolis costumes là-bas? Est-ce que parce que la couleur est jaune et que ici c'est du bleu? On ne devra pas faire de choix politique, de positionnement politique de façon subjective. Mais les partis politiques aussi devraient former, devraient créer des écoles de formation pour inculquer ces idéologies-là, on va dire, ces nouvelles habitudes politiques. C'est un devoir constitutionnel parce qu'il est dit que les partis politiques animent la vie publique, la vie politique. Comment ils le font? C'est pour ça que l'idée de leur donner des moyens légaux en termes de financement et de contrôler l'usage de cela, il faut renforcer cette idée-là. Et c'est dans les réformes. Parce que pour le faire, où est-ce qu'ils trouveraient les ressources? Les cotisations seules ne suffiraient pas. Comment est-ce que l'action politique devrait se financer? Donc, c'est des réflexions sur lesquelles il faut avancer pour que les partis contribuent à former le citoyen. Vous savez, les espaces où on forme le citoyen, nous avons la famille, nous avons les lieux de culte, nous avons l'école, nous avons aussi les organisations publiques. Elles sont sociales, économiques ou politiques. Lorsque le citoyen se retrouve dans l'une quelconque de ces organisations, elle doit porter les valeurs les valeurs positives, puisqu'aucune organisation ne viendra se revendiquer comme une organisation de crime ou je ne sais pas, tout ce qui va en travers de la société. Et donc, on a besoin que les partis jouent effectivement ce rôle, être des partis écoles comme nous le sommes à Moël Bénin, comme d'autres aussi le sont. Alors justement, vous avez tout à l'heure balayé un peu en filigrane toute l'actualité liée justement à ces dernières sorties. Mais quelles conséquences on peut avoir après, lorsque le chef d'État va convoquer effectivement les assises, quelle que soit la forme, et que les acteurs politiques qui se réclament d'une certaine résidence ou non refuseraient la main tendue du chef de l'État? Quelles peuvent être les implications politiques d'une telle, on va dire, situation après? Moi, je crois que quand le Bénin a besoin de faire face
à ce défi, il n'y a pas ce schéma-là. Sérieusement? Non, ce n'est jamais arrivé. Tout le monde répondra présent? Quand le Bénin, je parle du Bénin, quand le Bénin a besoin de faire face à ces challenges, eh bien, tout se met en place pour que les choses se passent bien. J'ai dit, les gens ont raison de ne pas être contents, ils se sont fâchés, ils ont récriminé, et c'est humain. C'est même politique, par ailleurs. Mais à un moment donné, on discutera. Et tout ce qu'il faut. Parce que pour qu'il y ait aussi cela, il faut créer l'environnement à ça. Et ce n'est pas forcément dans des actions publiques. Non, ce n'est pas forcément dans des actions publiques. Il y a bien de couloirs qu'on emprunte pour permettre que ces choses arrivent. Et il faudra à un moment donné les emprunter pour que nous puissions. Et pour que les préalables qui sont mis, avant de dire nous venons, il faut les régler avant de venir discuter, qu'on puisse venir avec les préalables à la table de discussion et qu'on commence par en discuter un à un. C'est ça qui permet d'avancer. Le président de la République a parlé de dialogue, d'échange direct et franc et sincère. Même s'il faut le prendre au mot. À supposer qu'on Parce que le chef d'État, c'est vrai qu'il n'a pas parlé d'assises, mais il a dit qu'il y a des échanges directs et francs. À supposer qu'on doute de lui. Il faut le prendre au mot. Il faut le prendre au mot. Il faut aller pour dire, OK, bon, parce que nous avons le sentiment, puisqu'ils le disent, que parfois, oui, il y a eu des scénarios de discussion, ça n'a pas prospéré, ceci a donné ceci. Il faut le prendre au mot davantage. Allez dire, bon, voilà ce que nous voulons, bon, voilà, nous sommes portés au dialogue. Mais dire non, notre pays n'aime pas ça. Le Bénin n'aime pas qu'on ne dialogue pas. D'accord. Voilà. Alors, Sefis Bouagia, secrétaire général du parti Mouel Bénin, quelles doivent être les perspectives maintenant de la réforme du système partisan? Puisque si on fait le bilan jusqu'à présent, on a le sentiment que tout n'est pas encore parfait, il y a à faire. Mais vous l'avez souligné tout à l'heure, tout le monde le sait, il y a encore deux grandes élections qui approchent les 2 années à venir. D'abord en 2020, les communales, locales et municipales. En 2021, la présidentielle. Quelles sont les perspectives de la réforme du système partisan pour ces élections-là? Non, ce qu'il faut faire, on l'a dit tantôt, c'est de revoir les lois qui organisent la réforme pour y extraire ou soustraire les scories qui ne nous permettent pas d'avancer plus ou moins ensemble. Parce que l'objectif, c'est qu'à l'arrivée, tout le monde soit satisfait. Non, l'objectif, c'est qu'à l'arrivée, on mette en place des règles qui nous permettent de bien avancer nous tous et que, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvons à travers cela. Et donc, on a besoin de voir dans ces dispositifs ce qui a pu créer problème, comme l'a dit le chef de l'État, de regarder ce qui a pu être objet de difficultés. Mais au moment où il fallait pouvoir le faire, on a eu quelques jours, on n'a pas pu, mais on ne pouvait pas dire on arrête tout parce que non, il y avait un calendrier constitutionnel qui se déroulait et c'était difficile de le voir se dérouler, mais il se déroulait normalement en réalité. Et donc au jour d'aujourd'hui, on revient à nous-mêmes pour voir ce qu'on peut retoucher dans ces tests-là pour nous permettre d'avancer. Et c'est pour ça que le consensus ici est nécessaire pour que nous puissions retrouver ces éléments-là ensemble. Il ne s'agit pas qu'un groupe dise voilà ce qui ne marche pas. Non, ce n'est pas ça forcément qui va régler le problème. Que chacun puisse, dans une dynamique, un élan national patriotique, se dire oui, nous corrigerons ça pour ne plus vivre des choses que nous avons vécues certainement difficilement ces derniers temps. Voilà un peu ce qu'on peut dire autour de ça. Et quelle est la responsable de peut-être les acteurs de la société civile, ceux qui ne sont pas directement acteurs politiques? Non. Dans la suite, dans les perspectives? Eh bien, ils ont tout à donner aussi. Et ils le font. Ils le font, on attend qu'ils fassent davantage parce que on les entend s'exprimer, prendre de position, être reçus par les autorités à tous les niveaux. Et donc, on attend surtout aussi qu'eux aussi apportent leur contribution à la correction de ces documents-là. D'accord. Quelles sont vos ambitions au sein de Mouel Bénin pour la suite? Nos ambitions? Eh bien, nous nous préparons pour les prochaines échéances électorales, pour les locales, les communales et les municipales. Nous nous préparons. Nous avons commencé par le faire. Nous sommes en pleine actualisation de nos coordinations communales aujourd'hui, parce que nous commençons ce travail préparatoire-là, puisque les élections qui arrivent
Contrairement à ce que beaucoup voient, elles sont les plus difficiles, les élections locales, communales et municipales. Elles sont les plus difficiles. Il faut voir l'échelle des circonscriptions électorales. Il faut voir l'intérêt même de... Tout le monde veut jouer un rôle public dans son milieu. Et donc, c'est les élections très difficiles et ça mérite qu'on s'organise mieux. Si pour les législatives, vous voyez les circonscriptions électorales, ça fait 166 candidats. Eh bien, pour les communales et les locales ou municipales, vous savez combien de personnes se mobilisent. Si vous devrez couvrir tout le pays en 77 communes, ça vous fait 546 arrondissements. Eh bien, imaginez déjà au niveau arrondissement le nombre de conseillers à mobiliser, le nombre de candidatures de conseillers, le nombre de dossiers à constituer. Si on sait qu'un arrondissement peut fournir entre 1 voire 5 conseillers par exemple, ou 8 même, ce n'est pas des élections faciles. Donc nous préparons, ça c'est une de nos ambitions majeures, nous préparons également à travailler à ce que les échanges francs, directs et sincères se tiennent pour qu'ensemble nous regardons les difficultés de notre pays. Puisque nous avons dit, nous avons souhaité cet environnement et donc c'est tout à fait normal que nous nous préparons à cela également. Donc nous souhaitons que tous nos compatriotes regardent cela. Il ne faut pas qu'au nom de nos colères, de nos ressentiments, de nos peines ou de nos intérêts entre griffes bafoués, que nous puissions aller justifier des postures, aller dire des choses, aller tenir des propos pour nuire au Bénin. Il s'agit du Bénin. Quand on a fini de dire ce qu'on peut dire pour jeter l'opprobre sur le pays, pour le discriminer, pour faire en sorte qu'on le regarde mal, et quand on aura réglé les problèmes, est-ce qu'on va réussir à décaper tout ce qu'on est allé déposer? Ce n'est pas évident. Donc il ne faut pas que ceux, par exemple aussi, qui ont joué des rôles publics majeurs dans le pays, vous savez, je veux parler par exemple, et notamment du pouvoir d'anciens présidents ou de la responsabilité d'anciens présidents de la République. Moi, je pense que quand on a été dans cette fonction, on sait. On est ce qu'on peut appeler l'hyper sachant, quoi. On sait. On sait la charge qui est dedans, la pénibilité de la fonction, les joies et les peines qui sont dedans. On sait tout ça. Et donc, on regarde. Et quand on n'est pas d'accord, moi, je pense qu'il faut trouver les couloirs qu'il faut. Ça ne peut jamais se passer, et ça ne doit pas se passer publiquement. Quand ça en arrive à ce niveau, ce n'est pas bien pour la fonction. Moi, j'ai toujours regardé le président Kérékou différemment sur cette question. La discrétion, le retrait. Et quand il l'a fait, même pendant 5 ans, nos compatriotes lui ont revalu cela. Et donc, les anciens qui sont avec nous dans le pays, je pense que le rôle qu'ils ont à jouer n'est pas de se mettre dans la mêlée. Parce que quand ils descendent dans la mêlée, eh bien, celui qui est en face, ça peut paraître bizarre, mais ça ne leur permet plus qu'on les regarde avec l'élévation qu'il faut, puisqu'ils sont descendus dans la mêlée. On a besoin qu'ils se retranchent un peu. Si dans d'autres pays, les gens sont dans la mêlée, ça, c'est leur conteste. Mais chez nous, en Afrique, les sages sont les sages. Et les sages ne sont pas dans l'espace public tous les jours, ni dans la rue. On a besoin de les retrouver dans des conditions, dans des postures qui permettent de les consulter, qui permettent qu'ils apportent. Mais quand ils rentrent dans la mêlée, on peut se méfier. Cette sagesse a commencé à disparaître un peu, c'est ça? Oui, eh bien, c'est difficile à voir ça. C'est pénible pour les plus jeunes de regarder ça. Parce que les jeunes ont besoin de repères, de modèles, de références. Et notre espace public commence par ne plus en offrir. Ça fait partie de ce qu'il faut, c'est pas en termes de réforme ou autre chose, pour que les choses ne soient pas ainsi dans notre pays. Alors, pour conclure cette émission, quel appel de paix avez-vous à lancer à l'endroit de tous ceux qui vous regardent ou qui vous écoutent, acteurs politiques ou pas? L'appel de paix va commencer par une remémoration de ceux qui ont perdu la vie dans les événements que nous avons vécus. C'est difficile puisque c'est irréparable aujourd'hui.
Mais malheureusement, c'est arrivé. Avions-nous besoin d'arriver à ce seuil pour régler nos problèmes? Non. Mais malheureusement, c'est arrivé. Donc, une pensée spéciale pour ces personnes qui ont laissé leur vie. Et dans le même contexte, on a pu perdre un compatriote, Fiacre Bédji notamment, et tout est arrivé ensemble pour nous. On n'a pas besoin de... On a besoin de cohésion à l'interne. En fait. Ça c'est des défis aujourd'hui qui arrivent, hein. Les défis sécuritaires dans la sous-région pour nous. On a besoin de cohésion nationale pour regarder ces défis-là. Donc, il faut qu'en termes de paix, on voit le défi que tout ce qui se passe là, ce que l'environnement nous impose, ce qu'il nous faut faire pour que la paix, elle soit préservée et que nous puissions construire notre pays durablement pour les générations d'aujourd'hui et celles qui arrivent. Et que nous puissions voir que dans 50 ans, dans 100 ans, nous là, nous ne serons pas là. C'est peut-être un regard que nous ne portons pas assez loin et ça nous ramène tout au nombril et aux débats qui sont nombrilistes du coup, avec des challenges de 2 ans, des élections, 5 ans. Non, les challenges sur le Bénin dépassent cela. Les challenges, c'est dans 30 ans. Nos enfants là, nos enfants qui fêtent 3 ans aujourd'hui, qui fêtent 2 ans demain, qui fêtent je ne sais pas combien, nos mamans qui sont en train d'être célébrées aujourd'hui, il faut voir que les enfants qu'ils font, leur souhait n'est pas de les voir malheureux demain, de les voir sans emploi, de les voir délinquants. Non. Et donc nous avons besoin de nous projeter vers l'avenir. C'est notre devoir. Et l'appel de paix, pour moi, se résume en cela. C'est notre capacité. Nous, les acteurs publics, nous avons l'obligation de regarder demain. Il ne faut pas qu'on passe le temps à se regarder, à nous regarder nos élections qui arrivent. Non. C'est des challenges, oui, ils en sont, mais il faut voir plus loin. Nous avons à faire des vols d'aigle, hein, de grands vols pour regarder demain. C'est ce que je voudrais lancer comme appel. Merci beaucoup à vous, c'est fils Béoagia, d'avoir... Vous ne me direz pas qu'on a fini? Si, on a fini. À moins que vous ayez peut-être d'autres aspects qui vous tiennent à cœur à aborder. On a donc fini cette émission. C'est fils Béoagia, consultant en communication politique, enseignant, analyste, formateur jeunesse et citoyenneté, directeur des programmes de volontariat à l'Office béninois des services de volontariat des jeunes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi et surtout secrétaire général du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. C'est avec un grand plaisir qu'on vous a reçu sur l'entretien de ce dimanche. Et on va aussi souhaiter une bonne fête de mai, hein, avec nos mamans qui nous regardent un peu partout. Vous souhaitez bonne fête de mai? Ben oui, à mon épouse, à ma mère et à toutes les mamans du monde. Voilà. À toutes celles qui ont donné la vie, celles qui vont donner, celles qui n'ont pas donné aussi, et qui portent l'humain en eux, eh bien, ont une pensée spéciale à tous ceux-là. Merci à vous, c'est fils Béoagia, d'avoir participé donc à cet entretien. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ETélé. On fait aussi un clin d'œil à tous les auditeurs de OCAFM de nous avoir suivis. Bonne fête des mères donc à toutes les mamans qui donnent la vie, ici ou ailleurs, et bon dimanche chez vous.